Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la récession qui est en train de s'installer malheureusement, que ce soit en France, au niveau mondial. Alors bien sûr, certains vont nous dire, mais vous ne dites que des mauvaises nouvelles. J'aimerais bien sûr annoncer des bonnes nouvelles. Mais enfin, on va pas se mentir, il faut regarder la réalité en face. Il faut arrêter de mentir aux Français comme l'ont fait trop souvent nos dirigeants depuis des décennies d'ailleurs. Encore dernièrement, on nous disait non, il n'y aura pas d'inflation, tout est bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de récession. Et on le voit aujourd'hui, l'inflation est là, elle va encore augmenter d'ailleurs. La récession est en train de s'installer, avec évidemment des conséquences dramatiques. Donc encore une fois, on se doit d'être optimiste, nous le sommes toujours, mais il faut être réaliste et regarder la réalité en face. Ce que nous allons faire tout de suite, avec bien sûr, comme d'habitude, des graphiques réalisés sans trucage. On va commencer avec la France, puis surtout on va se poser les questions. Quelles conséquences de cette récession? Parce que c'est pas juste un chiffre économique avec une baisse du PIB. Non, ce qui compte, c'est les conséquences qui vont se produire malheureusement sur l'emploi, sur le chômage, également sur notre pouvoir d'achat, et puis bien sûr sur les marchés boursiers, sur notre épargne. Alors on va regarder ça, tout ça donc dans le détail. On y va tout de suite avec un premier chiffre qui vient de sortir, un chiffre encore une fois dramatique. J'ai envie de dire que tous les mois malheureusement c'est le même désastre. C'est le creusement du déficit commercial français. Voilà, le chiffre vient de sortir pour le mois d'octobre donc 2022 sur 12 mois, donc sur un an, 150,4 milliards d'euros de déficit commercial. Regardez, c'est évidemment du jamais vu. On voit cet effondrement assez dramatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceci s'observe au mois d'octobre, malgré la petite baisse des prix des matières premières qu'on a observé. D'ailleurs, le déficit mensuel est passé de 17 milliards à un peu plus de 12 milliards, donc il a un peu baissé, mais ça ne change pas la donne. Regardez cet effondrement qui est là, qui est en train de s'installer, et donc parallèlement, ça veut dire qu'il va falloir financer ce déficit, alors sachant qu'on a également un déficit budgétaire qui est énorme, on en reparlera tout à l'heure, mais tout ça pour dire que premier point sur la croissance, ce déficit, évidemment, ça casse l'activité économique, puisqu'il y a plus d'importation que d'exportation, donc ça génère une contribution négative pour l'activité économique, pour la croissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le chiffre est sorti il y a quelques jours, la production industrielle qui s'est effondrée au mois d'octobre également, moins 2,6% et en glissement annuel, moins 2,8%, c'est ce qu'on voit ici. Et regardez bien, là vous avez l'indicateur, donc le niveau de la production industrielle. Donc si on enlève évidemment cette triste période, ce cauchemar de 2020 où on a arrêté complètement l'économie, de façon abusive et de façon, malheureusement, je pense qu'on n'aurait jamais dû le faire. Bon, on va pas revenir sur l'histoire. Et toujours est-il qu'on le voit ici, regardez, c'est le niveau de la production industrielle. Donc en dehors de cette période de 2020, le niveau là qu'on a au mois d'octobre 2022 est un plus bas, regardez bien, depuis octobre 2009. Vous voyez, c'est assez incroyable. On a un retour en arrière. Vous voyez, donc, ça va, ça vient, mais là, un retour en arrière en octobre 2009. Tel est aujourd'hui le niveau de la production industrielle. Alors on nous dit qu'on va réindustrialiser le pays. Je veux bien, mais comment fait-on? Et surtout, est-ce qu'on a les compétences? Et puis avec ce climat un petit peu compliqué, c'est difficile, je dirais, d'inciter les entreprises à venir chez nous, ou même de rester. Donc tout le problème est là. Il faudra prendre des mesures. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici même, en termes de fiscalité, en termes de marché du travail, en termes de réglementation, en termes de rigidité au sens large que nous avons en France. Et c'est comme ça qu'on va réindustrialiser, avec évidemment derrière de la formation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent embaucher, mais il n'y a pas les formations en face. Alors on dit oui, mais le taux de chômage est à 7,3%. Oui, ça c'est le taux de chômage de catégorie A, mais si on regarde l'ensemble des chômeurs, on est déjà à plus de 16% de taux de chômage. C'est ça la réalité du marché français aujourd'hui, et donc ce qui fait qu'il y a toujours ces pénuries, mais il y a quand même de la main-d'œuvre, mais qui n'a pas forcément les bonnes formations. Et voilà pourquoi cette activité industrielle, elle est si basse, malheureusement, et ça ne va pas s'arranger, on le verra tout à l'heure. Alors, donc ça, premier point, on a vu déficit extérieur dramatique, production industrielle dramatique. Maintenant, consommation des ménages. Là aussi, malheureusement, je ne vais pas vous mentir, là c'est les derniers chiffres du mois d'octobre également, donc moins 2,8% sur un seul mois sur la consommation des ménages français en biens manufacturés, enfin en biens au sens large, et moins 5,8% en glissement annuel. Vous voyez, c'est la courbe bleue ici. La courbe rouge, c'est le glissement annuel de la consommation des ménages en biens et services. Vous voyez que c'est quand même très bien corrélé, même si les services résistent un petit peu mieux, mais là aussi c'est en train de baisser. Donc on voit bien que malheureusement, on va avoir là aussi une baisse de la consommation des ménages au quatrième trimestre 2022 et également au premier trimestre 2023. Donc si on fait le résumé déjà, ne serait-ce que pour le quatrième trimestre 2022, parce qu'on nous dit oui, on aura une croissance très forte, non, le PIB va baisser au quatrième trimestre 2022 en France. Arrêtons de tourner autour du pot. Alors évidemment, sauf si on embauche comme d'habitude David Copperfield qui va arranger les chiffres du quatrième trimestre, mais si on regarde déjà les indicateurs que nous avons aujourd'hui de l'INSEE, eh bien la baisse du PIB est inévitable. On peut s'attendre à une baisse de 0,5% du PIB français. Pourquoi? Voilà les chiffres, tout simplement. Pour l'instant, si on s'arrête au mois d'octobre en espérant qu'il n'y aura rien de plus grave en novembre-décembre, ce qui évidemment est peu probable, admettons que tout va bien, donc que tout aille mieux dans le meilleur des mots.
dans le meilleur des mondes, pardon, en octobre, en novembre-décembre, vous voyez qu'on aura quand même un déficit commercial déjà de 45 milliards d'euros sur l'ensemble du quatrième trimestre. Production industrielle, moins 2%. Donc sur le quatrième trimestre, et consommation des ménages, moins 1,5% dans le meilleur des cas. Donc comment voulez-vous que le PIB augmente? Alors peut-être encore une fois par l'opération du Saint-Esprit, ce que vous voulez, mais si on regarde bien les chiffres, le PIB va baisser au quatrième trimestre, et donc à partir de là, ça va générer ce qu'on appelle un acquis de croissance négatif. Parce que comme le PIB a baissé au quatrième trimestre, c'est-à-dire que même s'il ne fait rien sur 2023, on aura une croissance négative. Donc ça montre qu'il faut savoir ce qui va se passer maintenant en 2023. Et là, justement, les derniers indicateurs avancés viennent de sortir au mois de novembre, les indicateurs des directeurs d'achat dans l'industrie, dans les services. Vous voyez, vous connaissez cette enquête. Eh bien, nous sommes sous la barre des 50. Ça a été confirmé. Donc, nous sommes sous la barre des 50 en France, dans l'industrie et dans les services. Ce qui veut dire que là aussi, le PIB français va aussi baisser au premier trimestre 2023. Donc, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est ça qu'on appelle une récession. Donc, arrêtons de tourner autour du pot. La France, malheureusement, est déjà entrée en récession, même si on espère que ça ira mieux par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas formidable. Alors, piètre consolation, le monde entier est en train de sombrer dans une récession, ce qu'on va voir ici, ce qu'on voit là sur les indicateurs des directeurs d'achat. Alors, il y a beaucoup de chiffres, vous les regardez à tête reposée, regardez bien, ça c'est incroyable. Là, c'est donc l'indicateur dans l'industrie de la zone euro. Tous les pays sont en rouge, tous les pays sont sous la barre des 50, donc l'ensemble de la zone euro est en récession. Si on regarde maintenant l'indicateur composite, ça veut dire tous secteurs confondus, pas seulement l'industrie mais également les services et la construction, et bien là regardez, ça y est, c'est la Bérésina, là également, tous les pays sont sous les 50, donc nous sommes sur une récession industrielle et maintenant qui se généralise à tous les secteurs d'activité, également à tous les pays de la zone euro. Donc, bon, on n'est pas tout seul, nous les Français, c'est déjà ça, mais quand même, cette récession est en train de s'installer. Alors maintenant, si on regarde au niveau mondial, et là c'est assez incroyable, on a eu toujours ces chiffres, donc des directeurs d'achat, donc dans l'industrie, je vous rappelle la règle, au-dessus des 50, c'est la croissance, en deçà, c'est le recul de l'activité. Bien sûr, tous les pays qui sont recensés aujourd'hui par les enquêtes donc S&P Global, donc des directeurs d'achat, eh bien, tenez-vous bien, il n'y a que 13 pays qui ne sont pas en récession, notamment dans l'industrie. C'est quand même assez fou. Alors, on va voir les chiffres. Là, je ne vous ai pas tout mis également, mais si vous avez le temps, vous regarderez tranquillement à tête reposée. Donc là, même la Chine, alors bien sûr, on sait pourquoi. Donc ça, c'est dans l'industrie 49,4. On a bloqué le pays. Alors ça va un peu mieux, c'est vrai. Enfin bon, les Chinois ont cette manie, entre guillemets, de vouloir en permanence enfermer la population, ce qui est dramatique. Alors ils commencent à comprendre que le zéro Covid, ça n'a pas de sens. Et donc, évidemment, il devrait se réouvrir, mais il y a encore beaucoup de contraintes qui sont là. Toujours est-il que la Chine, la locomotive du monde, entre guillemets, est en récession. Après, vous avez plein d'autres pays, Corée du Sud, Japon, le monde, 48,8 contre un niveau normal donc de croissance à partir des 50. Donc c'est un plus bas depuis le printemps 2020, justement le début, rappelez-vous, de cette fameuse pandémie. Donc ce qui veut me dire que la récession est aujourd'hui mondiale. Tous les pays sont là, France, Malaisie, États-Unis également, qui sont aussi en récession. Le pays où la plus grave récession industrielle pour l'instant, c'est la Taïwan et la République tchèque. Évidemment, il y a des liens certainement avec ce qui se passe en Russie, mais tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui une situation qui est en train de s'effondrer sur l'industrie mondiale et notamment en Europe. Alors, il y a donc, je vous l'ai dit, 13 pays qui ne sont pas en récession industrielle. Et quels sont ces pays? Alors, le pays qui s'en sort le mieux, donc l'indicateur le plus élevé pour l'instant, merci le pétrole, c'est l'Arabie Saoudite. Deuxième pays, Singapour. Bon, c'est évidemment un micro-État, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de commerce qui est toujours là, malgré tout, donc ça résiste. Ensuite, l'Inde, qui est, on va voir, l'une des grandes gagnantes de cette crise, le Nigeria, la Suisse et, incroyable, la Russie. La Russie, vous voyez, indicateur de 53,2. Alors attention, je ne veux pas qu'on me taxe encore de pro-russe, etc. Non, moi je ne suis pas là pour être pro, je suis pro-français avant tout, je suis pour qu'on s'en sorte. Mais on nous dit que la Russie est dans une récession dramatique, en train de s'effondrer. Indicateur des directeurs d'achat, donc indicateur indépendant, c'est une enquête américaine même. Et donc, on est sur un niveau de 53,2. C'est-à-dire qu'on est en croissance, effectivement, aujourd'hui, dans l'industrie russe. C'est donc, alors qui dit vrai, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que si on se compare tout à l'heure aux chiffres qu'on a en France, on voit bien qu'aujourd'hui, nous souffrons malheureusement beaucoup plus, notamment dans l'industrie, en France, dans la zone euro, qu'en Russie. C'est assez incroyable. Alors, vous savez que le mois dernier en Russie, on était à 50,7, vous voyez, il y a de la croissance, et donc on reste aujourd'hui sur l'industrie russe, qui est toujours en croissance, mais qui est un effort de guerre, etc. Mais
Alors justement, si on dépasse l'industrie, on garde l'ensemble des secteurs d'activité, toujours donc des directeurs d'achat. Donc là, voilà, alors là, on a les pays évidemment qui souffrent énormément. Alors bien sûr, on a parlé de la France, du Royaume-Uni, l'Australie également. Donc ça, c'est l'indicateur composite. Encore une fois, le monde est à 48, contre un niveau normal de 50. Là aussi, un plus bas depuis le printemps 2020. Donc ça, encore une fois, indicateur composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Donc là, on voit effectivement pas mal de pays, l'Allemagne étant le dernier pour l'instant, avec les États-Unis, quasiment ex aequo. Donc c'est le pays où il y a le moins d'activité au niveau mondial, où l'activité baisse le plus. Et après, vous avez les pays qui s'en sortent. Alors il y a pour l'instant, donc indicateur composite encore une fois, l'Inde, numéro 1 de la croissance mondiale, pour si on regarde tous les secteurs d'activité, 56,7. Ensuite on a l'Espagne, 51,2. Alors là on voit évidemment le fait que l'Espagne est sortie de la règle, entre guillemets, énergétique européenne. Ceci lui a permis déjà de réduire son inflation. Elle a plus que 6,6% d'inflation, c'est l'inflation la plus basse dans la zone euro, mieux que la France finalement. Et parallèlement elle retrouve un petit peu de croissance. Donc on voit bien que si on sort de ces prix, effectivement cette connexion entre le gaz et l'électricité, cette flambée des prix, là déjà ça va un petit peu mieux. Donc on sait ce qu'il faut faire. Donc là, encore une fois, il faut réagir, peut-être prendre des décisions au niveau européen. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va pour les pays où on évite cette règle absurde, entre guillemets, qui fait flamber les prix de l'électricité à l'aune de ceux du gaz, globalement, l'Espagne s'en sort. Après, on a donc d'autres pays. La Russie, vous voyez, elle est pile. La Russie, elle est pile à 50. Elle est donc, on va dire, en stagnation, va-t-on dire, mais c'est pas la récession. Il y a également le Brésil, le Japon, l'Italie, bon, voilà. En fait, tous les pays qui aujourd'hui souffrent, et il n'y a pas tellement de pays qui aujourd'hui évitent la récession globale. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, si on regarde pour 2023, cette récession va s'installer. Alors j'espère qu'à partir de la mi-2023, en espérant que la guerre en Ukraine soit terminée d'ici là, on peut tous l'espérer, de façon positive bien sûr, avec la paix pour toutes les parties, mais néanmoins, la croissance mondiale va très fortement ralentir. Donc voilà la croissance mondiale. C'est la courbe bleue. Donc on avait fait moins 3,1 en 2020, évidemment, la pandémie. Après, 5,7 en 2021. Évidemment, là, c'était la planche à billets, etc., la dette publique. Et puis ensuite, ça corrige. 2022, on est à 2,7% de croissance. Et pour 2023, nous serons normalement, selon mes prévisions, le président de mon cabinet a ses défis, autour des 1% de croissance. Je rappelle que la moyenne de la croissance depuis 1980 à 2019, c'est 3,5%. Donc là, on n'est plus qu'à 1% de croissance pour 2023. Donc ça veut dire que c'est pas la bérésina, mais c'est quand même une situation extrêmement compliquée. Si on regarde pays par pays, là aussi vous prendrez les pays qui vous intéressent. Bon, 2022, je ne reviens pas trop, c'est une croissance molle malgré tout, mais regardez 2023, nous sommes tous, en tout cas les pays développés, au niveau des 0% de croissance. La France sera à 0,2% de croissance. Donc on est très très loin des prévisions effectivement du gouvernement qui maintient encore autour des 1% de croissance. Et bon, la Chine, 3,5% de croissance, c'est pas mal, mais c'est pas non plus l'euphorie pour la Chine. Et encore une fois, l'Inde qui est sur 6% de croissance. L'Inde qui est la grande gagnante de cette croissance mondiale, de cette crise finalement. L'Inde en a profité, elle a profité du pétrole russe, elle a profité également de développer certains échanges, de prendre des parts de marché à la Chine. Donc l'Inde aujourd'hui est en train de devenir la locomotive de la croissance mondiale. La Chine ne va pas se laisser faire, elle va essayer de réagir, mais là aussi il y a quand même pas mal de difficultés en Chine qui pourraient permettre donc à l'Inde de rester la locomotive de la croissance mondiale également en 2023. Alors, si on est en récession, évidemment, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que les banques centrales vont arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Elles vont encore le faire. Là, on a les taux d'intérêt aux États-Unis, dans la zone euro, on est à 4% donc sur le taux d'intérêt monétaire aux États-Unis, 2% dans la zone euro. On va encore augmenter au moins à 5% dans les prochains mois. Chez nous, au moins à 3%, voire 3,5%. J'ai envie de dire, ça suffit à partir de là, parce qu'il y a une récession qui est en train de s'installer. Donc, certains qui veulent que les taux d'intérêt flambent encore sur le taux monétaire, je pense que ça, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça va s'arrêter d'augmenter à partir du printemps-été 2023. Les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter. Ça veut pas dire qu'ils vont baisser, mais au moins ils vont arrêter d'augmenter sur les taux monétaires. Mais attention, les taux d'intérêt des obligations d'État, eux, vont continuer d'augmenter. Parce que c'est vrai que les taux d'intérêt monétaires vont continuer donc de croître encore un petit peu. Et après, pour avoir les taux d'intérêt donc des obligations d'État, il faut rajouter des primes de risque sur la croissance. Donc là, il n'y en a pas, mais également sur l'inflation. L'inflation va rester forte en 2023 et surtout sur les dettes publiques qui vont continuer de flamber. Et donc, ce qui va casser un petit peu la confiance. Comme il n'y a pas la planche à billets des banques centrales, les taux d'intérêt des obligations d'État vont augmenter. Donc là, on voit le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Donc c'est vrai qu'on est monté à 3%. Là, on est autour des 2,3%. On va remonter vers les 2,5%. Peut-être même aller à 3,5 lorsque effectivement on va prendre la mesure, l'ampleur des dégâts d'un point de vue du dérapage des comptes publics qu'on va avoir en 2023. Et comme il n'y aura pas encore une fois la planche à billets des banques centrales, c'est-à-dire qu'elle ne va pas acheter cette dette publique, à ce moment-là les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Idem sur les marchés boursiers, c'est que les marchés boursiers ont été un petit peu satisfaits que pendant quelques semaines,
en se disant, en croyant que ça y est, le plus dur de l'inflation est passé, les banques centrales vont moins augmenter leur taux d'intérêt, ça ce sont des bonnes nouvelles bien sûr, donc en gros, ce qui permet au marché de récupérer quelques confiseries, donc je donne souvent cette image, hein, les marchés c'est un peu comme les enfants, donc là, les banques centrales leur donnent des confiseries, ils sont contents, sauf qu'on oublie que les confiseries ça donne des caries, et qu'il faut passer par la case dentiste, ou plutôt récession, et donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et donc que valorisent les marchés boursiers? Les profits à venir, et d'où viennent les profits à venir? Ils viennent de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, si même il y a une récession, les profits vont donc baisser, donc les marchés vont repartir à la baisse. Ça commence un petit peu là depuis quelques jours, c'est le CAC 40, hein, on retrouve ce graphique, c'est notre, enfin une sorte de monitoring hein, chaque semaine, ça a bien redémarré, hein, 17,5% entre le 29 septembre et le 29 novembre, et là ça repart un petit peu à la baisse, on est quand même toujours sur quasiment 10% de baisse depuis le 5 janvier, depuis début janvier 2022. Si on regarde le marché américain, le Standard & Poor's 500, là aussi c'est quand même une baisse toujours de 17,8% depuis le début de l'année. Donc on se rend bien compte qu'on reste un peu inquiet, on reste un peu circonspect, parce qu'on se rend bien compte que même si les banques centrales arrêtent d'augmenter leur taux d'intérêt à partir du printemps-été 2023, il y a toujours une inflation qui est élevée, il y a toujours surtout, je dirais, cette récession qui est là et donc qui va casser les profits des entreprises, sachant que dernier point, on a toujours évidemment ce dégonflement, je dirais, de la bulle du numérique qui n'est pas terminée. Donc là on voit le Nasdaq effectivement qui a bien baissé, c'est un petit peu rebondi, et puis bon, on voit que ça se maintient, donc on est toujours sur une baisse de 31,4% depuis les plus hauts de novembre 2021, donc ce qui veut dire que la baisse n'est pas complètement terminée, parce qu'il y a encore pas mal évidemment je dirais, de comptes à mettre à jour, entre guillemets, et de voir la réalité de ces entreprises. Beaucoup ne feront jamais de profit, ou du moins vont avoir des profits en très forte baisse, donc ce qui veut dire que le Nasdaq va continuer également de baisser. Donc on a encore un potentiel de baisse de 10 à 15% sur les marchés boursiers. Ça repartira ensuite à la hausse, hein, donc ça sera encore une fois les montagnes russes sur les marchés boursiers, donc il faut évidemment rester prudent. Donc voilà les conséquences hein, de cette récession. Ça va malheureusement générer plus de chômage, le chômage va repartir à la hausse notamment en France, ça va également donc générer un dérapage des comptes publics, donc ça veut dire que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter sur les obligations d'État et que les marchés boursiers vont repartir à la baisse. Donc prudence, la bonne nouvelle c'est que normalement ça ira mieux à partir de la mi-2023. On se retrouvera bien sûr d'ici là pour en parler. En tout cas en attendant, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, portez-vous bien et à très bientôt.